Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. La Syrie face à la violence. 3 mois après le départ de Bachar el-Assad, chassé du pouvoir par les islamistes du HTC, l'ouest du pays a été le théâtre d'un effroyable massacre de civils. Près d'1 millier de morts selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. L'ONG dénonce un nettoyage ethnique dans cette région, berceau de la communauté alawite proche du clan Assad. Le nouvel homme fort du régime, l'islamiste Ahmad al-Chareh, promet de faire toute la lumière, mais il peine à convaincre Guillaume Dominguez. Oui, les forces de sécurité du régime ont annoncé lancer la deuxième phase des opérations militaires visant les communautés alaouites et chrétiennes. Une annonce alors même que le président syrien Ahmad al-Chareh a appelé vendredi à mettre fin aux violences. J'appelle toutes les forces qui ont rejoint les lieux des affrontements à obéir pleinement aux dirigeants militaires sur place, à évacuer immédiatement les lieux pour contrôler les violations qui ont eu lieu, afin que les forces sécuritaires achèvent leur travail de la meilleure façon possible. Un discours destiné à donner le change sur la scène internationale pour le géopolitologue Fabrice Balanche, spécialiste de la Syrie, mais qui en réalité ne reflète pas les ordres transmis aux milices armées par le nouvel homme fort du pays. Il laisse faire et c'est sa volonté. Il veut mettre au pas les minorités qui lui résistent. Parce que ces islamistes vouent une haine indescriptible à l'égard des alaouites. Pour les islamistes au pouvoir, les alaouites, ce sont des hérétiques. Une haine tournée aussi contre les chrétiens d'Orient présents en Syrie. Parmi les victimes des exactions du groupe HTS, plusieurs sources font état de centaines de morts parmi les chrétiens. Guillaume Dominguez. La guerre en Ukraine, une question à la veille d'une première prise de contact entre représentants ukrainiens et américains en Arabie Saoudite. La France peut-elle soutenir seule l'effort de guerre ukrainien ? Elle fait déjà valoir sa place de deuxième exportateur mondial d'armement. Rapport annuel sur le commerce des armes et équipements militaires publié aujourd'hui par le SPIRI, institut suédois spécialisé dans la matière. Marché dominé par les Américains, bien sûr, et sans surprise, l'Ukraine est le premier acheteur. William Molinier, l'industrie française de défense est prête à produire encore davantage. Prenons par exemple l'avion de chasse Rafale, de moins d'un par mois en 2020. Dassault est capable aujourd'hui d'en sortir 2,5 chaque mois. L'objectif à très court terme est de 3. Le constructeur envisage même d'être capable de tenir une cadence de 5 par mois si le carnet de commandes se remplit soudainement. La production d'obus, elle aussi, a explosé en 2022. Nexter KNDS pouvait sortir 30 000 obus, 48 000 l'année dernière, 60 000 aujourd'hui, 100 000 à la fin de l'année. Mais capacité de production ne signifie pas production réelle, car ouvrir des lignes de production coûte cher. Les industriels veulent avoir la garantie que leur carnet de commandes grossisse. Ils se plaignent régulièrement de l'absence d'engagement ferme et définitif de la part de l'État. De son côté, la Direction générale de l'armement a promis de lancer des programmes d'urgence, leçon directe de la guerre en Ukraine. Mieux vaut, dans 3 mois, avoir 1 millier de drones capables d'atteindre 50 km, plutôt que 500 drones qui dépassent les 100 km, mais dans 3 ans. William Molinier, spécialiste des questions de défense à Europe 1. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 7h04. Rendez-nous l'autoroute A69. Plusieurs milliers de personnes ont manifesté ce week-end à Castres pour demander la reprise des travaux. Chantier à l'arrêt et ouvriers contraints de pointer au chômage. Près de 5000 personnes ont manifesté leur colère pour défendre cette autoroute Castres-Toulouse, vitale selon eux pour désenclaver la région. Parmi les manifestants se trouvaient les ouvriers du chantier, premiers à faire les frais de cet arrêt des travaux. Alexis Bourdon. Oui, ceux qui ont signé un contrat intérimaire ou un CDIC, un contrat à durée indéterminée de chantier, eh bien pour eux, pas de réaffectation et donc pas de travail. Ce conducteur d'engin se retrouve sans rentrée d'argent depuis l'arrêt des travaux. Moi, je me retrouve au chômage. Pour moi, c'est une humiliation, comme si on m'a mis une flingue sur la tête, on m'a dit arrête. Comme si en fait on vous a viré de chez vous. Et mes collègues, pareil, on a une tristesse. C'est pas normal. Pour d'autres, l'arrêt du chantier n'est pas synonyme de chômage technique. Ils sont plus d'un tiers en CDI ou en CDD parmi le millier d'employés à bénéficier d'une nouvelle affectation. Problème, ce nouveau chantier peut être n'importe où et engendrer un changement de lieu de vie. C'est le cas de Benjamin qui était conducteur d'engin sur la 69. J'ai vite été relocalisé ailleurs pour continuer mon travail. C'est notre boulot, nous on va là où le travail est, mais oui, obligé à chaque fois de retrouver un logement, retrouver nos marques dans le secteur. Et c'est assez compliqué à chaque fois. J'espère vite revenir sur le chantier. De son côté, le gouvernement va demander un sursis à exécution pour permettre au chantier de la 69 de reprendre en attendant la procédure d'appel. Alexis Bourdon. Et à Marseille, la bataille des épiceries de nuit bat son plein. On parle de bataille judiciaire. Le préfet de police a pris un arrêté pour obtenir leur fermeture à partir de 22h le soir. Inadmissible pour ces commerçants, dont le modèle économique est en partie fondé sur leur ouverture tardive. Le tribunal administratif de Marseille examine leur recours aujourd'hui. Reportage Stéphane Burgat.
Les épiciers du centre-ville dénoncent une obligation de fermeture selon eux injuste. Moi, mon chiffre d'affaires, c'est 80% la nuit. Si on me ferme à 22h, je ferme mon magasin directement. Leur avocat Simon Bechlen juge cet arrêté préfectoral discriminatoire. Peut-être qu'il existe des épiceries qui causent des troubles. Et dans ce cas-là, il faut les sanctionner individuellement et pas de manière générale. Mais la mesure cible justement les quartiers où remontent les plaintes, comme ici entre La Plaine et le cours Julien. Musique, bagarre, parce que la plupart des gens, c'est vrai, ils sont tous addicts à l'alcool, surtout dans ce quartier-là. Et ils sont nombreux aujourd'hui à demander l'extension de cette fermeture nocturne à toute la ville, à l'image de comités de quartier ou encore de maires de secteur comme Marion Bareil dans le nord de Marseille. Le problème, si on s'attaque uniquement au centre-ville, on sait que ça va venir s'accentuer en périphérie. Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai un couple de retraités menacés par un commerce de nuit parce qu'ils ont demandé à avoir un peu plus de tranquillité et c'est quelque chose que l'on ne peut pas accepter. Et l'élu milite également pour que cet arrêté préfectoral puisse concerner d'autres types de commerces sources de nuisances comme par exemple les barbiers de nuit. Marseille, Stéphane Burgat, Europe 1. Enquête judiciaire ouverte à Lyon après la mort d'un homme de 31 ans tué de 2 balles dans le thorax. Les faits se sont produits en fin d'après-midi hier dans le quartier de la Duchère. Le tireur a réussi à prendre la fuite. C'est le premier grand texte examiné en séance publique à l'Assemblée depuis l'adoption des projets de loi de finances. La proposition de loi sénatoriale sur la lutte contre le narcotrafic arrive aujourd'hui dans l'hémicycle. Le texte a été assez largement remanié en commission, mais le gouvernement pourrait réintroduire les dispositions les plus controversées. Le football, le Paris Saint-Germain, vainqueur ce week-end en championnat, à la tête entièrement tournée vers son 8e de finale retour à Liverpool. C'est demain soir en Ligue des Champions. Battu 1-0, les Parisiens espèrent réaliser l'exploit. Leurs supporters y croient dur comme fer. Cyril de la Morinerie, vous êtes allé dans le 14e arrondissement, dans un bar connu justement pour être un repère de fans du PSG. Oui, demain soir, plus d'une 60aine de supporters vont passer la soirée dans ce temple du PSG. Casquettes, maillots, posters de joueurs accrochés au mur, chaises et tables en rouge et bleu. C'est le repère des plus grands fans parisiens. Le patron Patrick est certain que son club de cœur va s'imposer en Angleterre. Je sais qu'on va se qualifier là-bas, de jouer la même façon qu'on Parc, les presser, les priver de ballon et avoir un peu plus de réussite devant le but pour nous parce qu'on n'a pas eu de chance. 3-1 Paris. Même sa sonnerie de téléphone rappelle sa passion pour le PSG, puisqu'il s'agit de la musique d'entrée des joueurs. D'ailleurs, sa fille Océane, elle aussi supportrice du club parisien, analyse avec pertinence ce match retour. On voit que la mentalité, elle a changé. Ils sont surmotivés comparé aux dernières années où on était là, oui, on va essayer de le faire, ça va être difficile. Moi, j'y crois et j'ai juste hâte d'être au match. Patrick et sa fille espèrent maintenant revivre la même émotion que l'an dernier. Paris, battu à l'aller au Parc des Princes, avait réussi lors du match retour à terrasser Barcelone. L'histoire pourrait bien se répéter demain soir à Liverpool. Et merci Cyril de la Morinerie, on suivra ça demain soir évidemment en direct sur Canal+. Et puis le football toujours, mais la 25e journée de Ligue 1, c'est le championnat. Lyon s'impose 2-0 à Nice et se rapproche lentement mais sûrement du podium. Merci beaucoup Christophe Lamar, c'était votre journal.